Bon Gilles, merci encore de venir cette année. Tu étais déjà avec nous l'année dernière, tu as vu l'évolution de DataJob sur 3 ans, c'est la 3e édition aujourd'hui. Qui mieux que toi peut nous expliquer en réalité en quoi cette année est différente des années précédentes? Alors, différente, oui, elle est forcément différente. Est-ce qu'elle est brutalement différente? Je ne sais pas. Je pense que ce qui m'a beaucoup surpris cette année, et qui est quand même amusant, c'est cette espèce de phénomène qu'on observe à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, un nouveau phénomène qui arrive, c'est une sorte de bashing au bout de 2 ou 3 ans, où on dit mais en fait tout ça, ça n'existe pas, ça sert à rien, etc. Franchement, j'ai connu ça dans plein de technologies. Je me souviens même qu'il y a 15 ans, on disait de l'e-commerce que ça ne marcherait pas. Et donc, on voit ça, on a vu ça aussi dans le domaine du mobile, on a vu ça... je ne sais pas dans quoi on a vu ça, mais dans plein d'autres domaines. Et là, maintenant, je lis effectivement... Ah oui, dans les MOOC, je me souviens des MOOC, on a bâché les MOOC en disant que ça ne marcherait pas, etc., etc. Et là, on nous explique, et je lis des articles assez marrants qui disent en fait, la big data, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas. Il y a quelques très très bons, d'ailleurs, points d'accrochage, comme le fait que Google Flu ait été arrêté. Google Flu, c'est ce système qui permet de détecter l'évolution de la grippe et qui a un peu prédit n'importe quoi, sauf qu'il y a des gens de Harvard qui ont repris ce système-là, qui ont juste corrigé les bugs qui n'avaient jamais été corrigés par Google et qui l'ont fait marcher magnifiquement. Donc c'est normal et je pense que c'est cette espèce de courbe de l'hype où on a une première bosse en amont et puis après ça se met à décoller. Donc là, moi je crois qu'on est plutôt dans la partie descente de la courbe de la hype avant le vrai business. Bon, mais alors, la courbe de la hype, il y a la partie où on descend, puis après, il y a la partie où on remonte. Est-ce que tu sens que le big data, c'est un sujet qui a plus de potentiel que d'autres buzzwords qui n'ont pas fonctionné par le passé? Est-ce que tu sens qu'on est dans une forme de révolution industrielle, dans une technologie qui est marquante, qui est impactante, ou elle va se faire balayer par la technologie d'après? Oui, alors ayant écrit un bouquin sur la big data, j'aurais mauvaise grâce de déchirer la big data à présent, tout de suite, je vais attendre un peu. Mais non, je le dis et je le répète, pour moi, au-delà d'une technologie, c'est une vision épistémologique, anthropologique du monde qui change. C'est-à-dire que, très clairement, les corrélations sans causalité, c'est quelque chose de fondamentalement différent de tout ce que l'on connaissait auparavant. On va avoir des dispositifs qui vont agir, on ne saura pas pourquoi. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit assez souvent. On voit dans plein de domaines, notamment en épidémiologie, en médecine, on sait qu'il y a une corrélation, que si on mange des œufs à la coque, on aura tel type de pathologie 50 ans plus tard. Enfin, je fais une petite exagération, mais et on est incapable d'expliquer pourquoi. Mais on sait juste qu'il ne faut pas le faire. Voilà. Et c'est de plus en plus à ce type de phénomène que l'on sera confronté. Et c'est pour ça que je pense que c'est quand même une tendance très fondamentale. Ce que je dis assez souvent quand on me demande un petit peu de définir ce que c'est que la révolution digitale, je lui dis c'est 2 choses. C'est le fait que c'est vous, le crowd, qui êtes finalement émetteur de tous ces messages et l'interaction avec le crowd, c'est quelque chose qui est fondamentalement nouveau. Et puis, depuis une dizaine d'années, c'est le détournement de la donnée. C'est le fait qu'une donnée qui a une vocation initiale puisse être utilisée pour autre chose. Ça, c'est quelque chose qu'on ne savait juste pas faire auparavant et que ces technologies nous permettent de faire. Et le potentiel de détournement est très peu perçu. On ne le voit que très peu. Je donne cet exemple de caméra de sécurité qu'on a utilisé pour faire du marketing dans les supermarchés. Donc, où on s'est dit, en fonction du type de voiture, de la couleur des voitures, eh bien, on sait que la consommation ne sera pas la même. Alors ça fait partie des choses qui sont un peu nouvelles et désorientées, puisqu'on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui se passe sous le capot du big data. Mais en réalité, le big data, comme toute révolution, elle met un peu du temps à s'installer. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Où sont les failles, où sont les difficultés de l'installation du big data dans l'économie? Le premier blocage, et je crois surpondérant, c'est le capital humain. Très clairement, et je pense que tu es bien placé pour savoir ça, on est au bon endroit pour en parler, et je ne dis pas ça parce qu'on est à DataJob, mais parce que je le pense profondément. D'ailleurs, c'est vrai pour la révolution digitale. On voit, et au sein de la Commission européenne, c'est une préoccupation, c'est la préoccupation, c'est comment est-ce qu'on accélère la transition des formations pour adapter le capital humain aux technologies d'aujourd'hui. Et très clairement, ce que l'on voit, c'est que peu ou prou, on est à 1 million de delta, c'est-à-dire de fonctions qui manquent de compétences adaptées. Donc quand on dit qu'il y a du chômage dans le monde de l'informatique, certes, il y a du chômage, ce n'est pas quelque chose que l'on peut nier, mais c'est surtout parce que
on a un système de formation qui n'est pas capable finalement de reformer les gens à la vitesse des cycles technologiques. On sait qu'aujourd'hui, la vitesse d'un langage, c'est 12 années. Et il sera vraisemblable d'ailleurs qu'à l'égard des technologies de big data, on va avoir des ruptures qui feront qu'on devra réapprendre, toi et moi, le peu de choses que, enfin en tout cas ce qui me concerne, que j'ai comprises dans cet univers. Donc il y a un problème de capital humain. Ça se traduit par quoi? Le recyclage des consultants en data scientist. Donc on voit des tas de gars qui ont la tête à peu près bien faite, qui ont fait des études d'ingénieur, puis tout d'un coup ils se retrouvent rebrandés data scientist. Moi j'ai eu ça dans ma boîte. J'ai eu ça, d'ailleurs j'ai une anecdote que je peux raconter. On a recruté un garçon qui avait un très beau CV, qui avait fait des études prestigieuses françaises, et puis qui n'a jamais touché à Hadoop. Il était chez nous, il faisait du housekeeping, c'est-à-dire qu'il s'occupait de toute la paperasse, toute l'administratif et tout ça. Puis quand il est parti de chez nous, il a mis data scientist sur son CV, et puis son salaire a explosé comme prévu. Et ça, cette anecdote, je l'ai à répétition absolument partout. Et c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous avez une personne, une société qui recrute ce garçon, et puis qui, au bout d'un certain temps, diront ah ben, je suis très déçu parce que la big data, c'est pas ce que je pensais. Et non seulement il faut comprendre ce que c'est que la big data pour pouvoir bien l'utiliser, mais je dirais que pour commencer à faire des usages un peu spectaculaires, il faut réellement avoir une vélocité mathématique qui est impressionnante. C'est-à-dire que quand vous faites, par exemple, de la big data dans le domaine de l'agriculture, ce n'est pas la même big data que quand vous travaillez sur des systèmes industriels. Pourquoi? Parce que l'agriculture, c'est de la contrainte sous incertitude. Vous êtes dans un environnement qui est massivement multivariant, dynamique, et donc vous devez avoir une capacité de comprendre des modèles mathématiques. Je crois qu'il y a Cédric Villani qui vient un peu plus tard, donc tu pourras en parler avec lui, qui sont très particuliers, qui font l'objet de publications scientifiques, je ne crois pas, été publiées dans Voici. Et donc, de fait, on risque d'avoir un problème d'adaptation qui prenne, à mon avis, peut-être des décennies. Bon, alors des problèmes de compétences, des problèmes aussi de buzzword, puisque du coup tout le monde a envie de se prétendre data scientist, des problèmes de difficulté à capter ces compétences-là dans l'économie, dans les entreprises. On a vu qu'il y a des parcours, et notamment de nombreuses écoles sont aussi avec nous. Aujourd'hui, on sait qu'il y a aussi des parcours de formation professionnalisante pour des gens qui ont déjà eu une expérience professionnelle. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un aspect particulier par rapport à la régulation, par rapport à l'éthique, par rapport au cadre légal? Est-ce que c'est plutôt un frein, plutôt quelque chose qui nous aide de ton point de vue de Digital Champion auprès de la Commission européenne? Quelle est ton opinion? C'est vraiment la question ouverte, tu ne peux pas faire plus ouvert. Le propre des révolutions industrielles, c'est d'entraîner du droit avec elles. Première révolution industrielle, le code civil. Deuxième révolution industrielle, les droits sociaux. Et moi, je pense qu'on a des enjeux de régulation qui sont absolument majeurs devant nous, qu'on ne sait pas traiter. C'est-à-dire le principe de finalité, de dire, voilà, une donnée, elle est destinée à un usage. Et si vous détournez cet usage, eh bien, vous serez sorti de la relation contractuelle qui vous lie avec le propriétaire de la donnée. Ce principe-là est par essence, dans le domaine de la big data, où l'objectif c'est de détourner de la donnée, est invalide. Et donc, on ne sait pas comment traiter ça. On ne sait pas du tout comment traiter ça. Et le règlement européen, aussi bien d'ailleurs que le texte de la loi d'Axel Lemaire, ont du mal à englober cette notion-là. Donc moi, je pense qu'on va avoir... D'abord, on aura le règlement européen. Donc normalement, ça devrait se voter dans les prochaines semaines. Et ça va être quand même un texte fondateur pour l'Europe, mais qui reste quand même un texte extrêmement générique et qui permet du complément local, type loi Le Maire, de façon relativement importante. Mais ce qui est vraisemblable, c'est qu'on aura une normalisation par les usages qui sera un peu globale. C'est-à-dire que, vous savez, en France, on avait interdit la localisation par GPS sans un accord préalable systématique, donc de l'opt-in à chaque fois qu'on vous localise. Et puis, il y a un acteur qui s'appelle Apple qui a débarqué en disant c'est stupide, je vais le faire une fois et ça sera terminé. Et c'est devenu la norme. Et aujourd'hui, je ne pense pas que les autorités de régulation seraient capables de revenir là-dessus, parce que ça ferait une bronca immédiate. Je pense que ce sera la même chose dans le domaine de la big data. C'est-à-dire qu'on va avoir des nouveaux usages qui vont apparaître, qui seront assez orthogonaux avec les pratiques précédentes, mais malgré tout, on acceptera ça parce que ça fera tellement de sens que, voilà, on va l'accepter. Il va y avoir un gros problème, qui est un problème en particulier en France assez aigu, c'est le fait que le législateur n'a pas d'expertise technologique.
Et au-delà de ça, en France, une culture juridique extrêmement forte. Et la culture juridique, par essence, c'est une culture de la précaution. Donc on a tendance à dire « Ouh là là, c'est super dangereux, il ne faut pas le faire ». Et puis il y a des gens, dont je crois faire partie, qui parfois disent « Ouais, mais c'est quand même un peu dommage parce qu'on se prive d'un champ du possible incroyable ». Et donc je crois que la force finalement d'une société moderne, c'est d'être capable de ciseler un droit qui soit à la fois respectueux du potentiel innovant et en même temps qui protège évidemment les citoyens. Ok, merci beaucoup Gilles. Dernière petite question avant d'annoncer officiellement l'ouverture de DataJob. C'est quoi le big data dans 10 ans? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on est en train de vivre qui fait que dans 10 ans, on va avoir une société différente, nouvelle de celle qu'on a aujourd'hui? Alors je crois 2 choses, il me semble. La première, c'est la normalisation. Le fait qu'on va avoir des récipes de données qui vont peu à peu se normaliser. Donc il y a un travail important qui est fait à l'OGP dans différentes instances pour essayer d'avoir des références communes, par exemple en comptabilité publique, pour qu'on puisse comparer des choux et des carottes, Marseille avec Lille. Et ça, c'est une chose qui est évidemment importante. D'ailleurs, 3 choses en fait. La deuxième chose, c'est qu'on va avoir certainement des outils qui vont se standardiser. C'est-à-dire, ça ne sera plus des data scientists qui feront des équations sur des tableaux noirs, mais ça sera des boutons sur lesquels on appuiera et il se passera des choses. Et puis, technologiquement parlant, je pense que ce sera l'alliance de la big data avec de l'intelligence artificielle. Ça n'a rien à voir. Souvent, on confond ces 2 notions-là. C'est des notions qui sont extrêmement différentes. Et le fait d'introduire les principes de learning machine dans la donnée. Donc, learning machine dans la donnée, c'est quand même une révolution parce que, notamment, ça permet de simplifier le travail du data scientist et de lui retirer une grande part de génie nécessaire pour plus facilement trouver de la corrélation des éléphants dans la donnée. Parfait, merci beaucoup Gilles. Merci et très bon DataJob à vous tous. Merci.